Bienvenue sur le podcast Le Cheval des métiers. Moi, c'est Marie, chargée de communication au service Equiresources. Pour cette nouvelle saison, je vous invite à me rejoindre pour explorer la richesse des parcours professionnels en Normandie. Une terre où la passion du cheval et la quête de l'excellence se rencontrent depuis des générations. Au sein du service Equiresources, notre mission va bien plus loin que la simple diffusion de plus de 3500 offres d'emploi, de prestations de services, d'apprentissage et de stages chaque année. Notre équipe s'engage activement pour faire connaître la diversité des métiers et des formations qui y sont associés pour vous aider dans votre orientation ou reconversion. Associé à l'Observatoire des métiers, de l'emploi et des formations de la filière équine, Equiresources c'est aussi la diffusion de connaissances en matière d'emploi et de formation. Fort de son expertise, Equiresources contribue à la réussite du Conseil de l'emploi et de la formation de la filière équine. Notre ambition ? Accompagner et conseiller celles et ceux qui souhaitent rejoindre cette filière passionnante. Et pour cela, quoi de mieux que de partager les expériences de professionnels chevronnés. Dans cette nouvelle saison du podcast, nous vous invitons à découvrir des parcours aussi inspirants qu'atypiques, ainsi que des personnalités qui partageront leur expérience et leur formation avec nous. Merci Louise pour cette belle introduction et bonjour Anne-Sophie. Oui, merci. Merci de vous prêter au jeu de ce podcast Le Cheval des métiers. Aujourd'hui, on va parler un peu de votre métier peu commun dans la filière équine. Est-ce que vous pourriez commencer par nous parler de votre métier et vous présenter ? Alors, moi, je suis donc Anne-Sophie Libon, avocate au barreau de Caen depuis presque 14 ans désormais. J'exerce dans plusieurs domaines du droit pénal, droit de la famille, droit animalier et droit équin. Pour le droit équin, en fait, j'ai décidé, bien évidemment, après m'être formée, d'allier ma passion pour les chevaux qui date depuis beaucoup d'années à ma pratique professionnelle. D'accord. Et justement, est-ce que vous pourriez nous décrire un peu plus cette activité que l'on va centrer sur le droit équin et en quoi votre profession diffère un peu des autres dans la filière équine ? Alors, moi, j'ai pour habitude déjà de dire à mes clients que je suis pas technicienne du cheval. Enfin, j'ai des connaissances du fait de ma pratique équine, mais moi, en fait, je suis technicienne du droit. Donc, bien évidemment, je m'appuie sur les rapports des vétérinaires, je m'appuie sur les rapports des experts, et je suis là finalement pour faire un peu la transition entre un acheteur, un vendeur, soit entre mon client et le tribunal en appliquant le droit. Mais j'ai besoin justement des vétérinaires et autres pour un moniteur d'équitation et d'autres praticiens dans le domaine équin pour mener à bien mon activité. Oui, donc c'est super intéressant car ça vous permet finalement d'échanger avec de nombreux professionnels de la filière. Donc ça doit vous permettre en fait de faire des rencontres passionnantes, j'imagine. Alors oui, non seulement, encore une fois, du point de vue de ma pratique professionnelle en tant qu'avocate, mais également dans ma vie de tous les jours. Enfin, c'est toujours un bonheur quand je vois en expertise, que j'entends un vétérinaire nous expliquer. Et j'ose espérer que du point de vue du vétérinaire, c'est aussi intéressant d'apprendre un peu le droit et que nous, on puisse mettre en lumière son activité. Alors, vous nous en avez déjà un petit peu parlé au début, mais comment vous est venu cet attrait pour cette spécificité au droit équin ? Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce domaine ? Alors, j'ai toujours, ou pratiquement depuis toujours, été amoureuse des chevaux. Depuis que j'ai 8 ans, je fais du poney puis du cheval. Et je me suis dit que ça serait vraiment épanouissant et pour moi professionnellement et pour moi professionnellement d'ajouter cette matière. Et je me suis dit peut-être aussi que ça pourrait aussi aider les gens, puisque souvent quand je parle avec mes clients, je sais de quoi je parle, je sais de quoi ils parlent. Enfin, je ne suis pas que technicienne du droit. Alors bien évidemment, tout ce qui est pathologie vétérinaire, c'est pas, encore une fois, c'est pas mon rôle et je m'appuie sur les vétérinaires pour cela. Mais voilà, s'ils me parlent de concours, ça me parle. S'ils me parlent d'élevage, ça me parle. Donc je me suis dit ça pourrait être non seulement chouette pour moi, une chouette expérience, mais aussi chouette pour les clients, qu'on parle un peu le même langage. Donc c'est pour ça que je suis venue, en plus de mes matières de base, à cette discipline. D'accord, donc il y a toujours ce petit côté passion qui se mêle au côté professionnel, donc ça doit être intéressant de pouvoir ajouter cette corde à son arc, j'imagine. Est-ce que vous avez dû vous former pour justement pouvoir gérer des affaires spécifiques au droit équin ?
Alors oui, bien évidemment, hein, je ne me suis pas contentée de mes données, de mes savoirs, de mes informations de cavalière très, très amatrice. Non, non, je me suis bien évidemment formée avant d'accepter mon premier dossier. J'ai notamment suivi des formations à l'Institut du droit équin. J'ai également suivi des formations par l'Ordre des avocats de Caen. Il y avait un avocat, je crois, qui était venu de Rennes, hein, pour nous dispenser une formation sur la vente des chevaux. Donc oui, bien sûr que je me suis formée. Alors après, en tant qu'avocat, pour pouvoir se prétendre spécialiste, en droit équin, mais en droit de la famille ou en droit pénal, il faut qu'en plus, on ait un diplôme particulier. Et ce diplôme, pour l'instant, j'ai fait le choix, notamment par manque de temps, de ne pas le passer. C'est pour ça que voilà, je peux pratiquer la matière et je pratique la matière, mais je n'ai en aucun cas droit de dire à mes clients que je suis spécialiste. J'interviens et d'ailleurs sur mon site internet, je dis domaine d'intervention droit équin, mais je ne peux pas dire spécialiste puisque en fait je mentirais et on n'a pas le droit de mentir. D'accord, oui, donc pour se spécialiser, il est préférable de passer le diplôme universitaire de droit équin, par exemple. Exactement. Mais le fait de ne pas l'avoir ne vous empêche pas d'exercer cette matière-là, en tout cas. C'est tout à fait ça. C'est effectivement tout à fait ça. Et puis c'est vrai qu'en Normandie, on est quand même une terre de chevaux. Hein. On a la chance d'être sur une terre de chevaux. Donc on arrive et j'arrive à avoir un certain nombre de dossiers intéressants sans avoir ce diplôme universitaire. Il viendra peut-être un jour. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas se concentrer sur tout d'un seul coup, c'est impossible. Et il est vrai aussi qu'un certain nombre, notamment de gros élevages ou les plus gros cavaliers, notamment ceux qui ont fait les Jeux Olympiques, souvent, ils sont plutôt drivés par des avocats qui sont sur Paris, puisque les cabinets sont plus gros, puisque eux peuvent en général ne faire que du droit équin. À ma connaissance, dans la région de Caen, peut-être même de Normandie, je ne suis pas certaine qu'il y ait un avocat qui ne fasse que du droit équin. D'accord. Donc pour pouvoir traiter du droit équin ou même plus généralement le juridique, quelles compétences et connaissances sont nécessaires pour exercer ce métier ? Alors, les compétences, je dirais que la première, c'est en fait le savoir écouter. Savoir écouter le client, puisqu'en général, quand il nous parle, c'est une mine d'informations. Si on n'écoute pas le client, on est incapable de faire une consultation, on est incapable d'aller vers là où il veut nous emmener. L'écouter, c'est une écoute active. Par exemple, à l'instar d'un psychologue qui va écouter un peu plus en retrait, bien évidemment réagir. Nous, on est obligé d'aller chercher les informations, ce qui parfois heurte un peu les clients, mais on est obligé d'aller à la pêche aux informations. Ça, c'est la première compétence un peu humaine, hein, j'ai envie de dire. La deuxième, c'est que bien évidemment, c'est un droit qui est compliqué, puisque c'est un droit qui est très transverse, puisqu'on doit à la fois appliquer le code civil, à la fois appliquer le code rural. Et on sait que le code rural, c'est compliqué, parce qu'il y a des... je ne sais pas si je vais rentrer précisément dans la technicité du droit, mais les vices rédhibitoires du code rural, ça impose des délais extrêmement courts. Il faut parfois aussi aller démontrer au tribunal tout ce qui est convention tacite, qui font appel cette fois aux vices du code qui sont repris dans le code civil. Et ce qui est aussi très compliqué parfois, c'est qu'en Normandie, en tout cas, il n'y a pas de magistrat spécialisé en droit équin. Donc, c'est-à-dire qu'on fait un peu table rase et qu'on doit faire du travail très pédagogique. Alors, il y en a de plus en plus qui voient des dossiers de droit équin, mais comme par exemple à Paris, il y a des magistrats qui sont bien plus spécialisés, bien plus obtus sur telle ou telle matière. En Normandie, c'est des chambres civiles qui font un petit peu de tout. Donc forcément, quand on fait tout, on peut pas tout connaître les rouages. Et donc c'est aussi important de pouvoir expliquer aux magistrats, ne serait-ce qu'il n'y a pas très longtemps, il y a un mois et demi, j'ai dû expliquer à un magistrat tout ce qui était concours d'équitation pour l'emmener là où je voulais, lui expliquer pourquoi je saisissais la juridiction, pourquoi il était dans l'intérêt de ma cliente que le tribunal statue de telle ou telle façon. Et ça, c'est un travail vraiment très pédagogique. Bien évidemment, et on a de la chance, les magistrats aussi savent nous poser les questions quand c'est pas clair pour eux. Et alors, est-ce que vous avez des types de dossiers qui vont être plus simples à gérer que d'autres ? Quelles sont les affaires qui, entre guillemets, seront faciles à gérer et celles plus difficiles qui demandent de creuser assez profondément pour tirer vos clients de situations plus compliquées ?
Alors, je crois qu'il y a 2 types de complexité. Il y a déjà la complexité technique, mais ça, on sait faire. En tant qu'avocat, on est formé et j'ai envie de vous dire, on sait où aller chercher les informations. La complexité qui est parfois, plus difficile à gérer, c'est que, ça a beau être du droit équin, et on pourrait se dire: «Bah, finalement, c'est un droit technique». Oui, mais pas que et souvent, ça fait quand même appel à beaucoup de sentiments, une vente d'un cheval qui se passe mal ou d'un seul coup, l'élevage ne comprend pas en se disant: «Mais bon sang, enfin, voilà, moi, j'ai toujours fait correctement mon travail». Ils peuvent le prendre pour eux. Là, je pense à une cliente qui a dû vendre son cheval pour des problèmes de santé. Malheureusement, la vente ne s'est pas passée correctement et bah, il faut aussi lui expliquer que, pourquoi la vente ne s'est pas passée correctement, pourquoi ça ne pouvait pas être fait, alors qu'elle vendait finalement son cheval presque depuis toujours ou un cheval qu'elle avait depuis 8 ans ou 9 ans. Et donc, ça mêle aussi vraiment cet aspect sentimental de devoir vendre un cheval. Donc, c'est pas que du technique et finalement, le technique, c'est peut-être le plus simple à gérer. On sait où chercher et on a de la jurisprudence, donc des décisions de justice qui nous guident aussi. Comme je disais tout à l'heure, on a souvent des rapports d'expertise vétérinaire qui nous guident aussi hein, et qui sont très attentivement lus et par avocats et par magistrats, alors que finalement les émotions des clients, on n'est pas psychologue et dans les facs de droit, on n'apprend pas à les gérer. Donc c'est un peu sur le terrain qu'on apprend à faire cela. Oui, donc il y a ce côté effectivement affect et humain qui peuvent rendre plus difficile le traitement du dossier. Exactement. Comment est-ce que vous voyez votre métier contribuer à l'ensemble de la filière équine ? Alors, c'est une question difficile puisque j'espère que ça y contribue, c'est vrai. Alors, j'espère aussi y contribuer et avant tout y contribuer en amont, c'est-à-dire ne pas attendre toujours qu'il y ait des problèmes. Dans la filière équine, ce qui est très difficile, c'est qu'il y a un peu un usage qui est en tout cas, je trouve assez ancré, c'est l'absence de contrat écrit. L'absence de contrat écrit qui provoque souvent des litiges. Et souvent, en fait, ce que je remarque, c'est que les gens me disent « Mais oui, mais si je fais signer un contrat, la personne va avoir le sentiment que je ne fais pas confiance. » Et moi, de dire derrière, non, c'est pas ça. C'est plutôt de lui expliquer que justement, c'est pour tout clarifier, pour éviter qu'il y ait une difficulté. Donc, j'essaye déjà d'y contribuer comme cela. D'ailleurs, sur l'Institut du droit équin, il y a des exemples de contrats qui sont vraiment très faciles d'accès, y compris pour quelqu'un qui n'est pas juriste. Donc voilà, j'invite vraiment les professionnels à s'en armer, mais les professionnels pour les ventes, mais également, je sais pas, les centres équestres, par exemple, faire signer des contrats, les pensions, faire signer les contrats, etc. Ça, c'est vraiment important. Et j'essaie d'y contribuer en leur martelant, en disant il faut. Après, les yaka faut que, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et bien évidemment, pris dans une pratique où les gens travaillent comme des forçats, beaucoup. On n'est pas aux 35 heures dans la filière équine. Je me doute bien qu'ils ont parfois autre chose à faire qu'à faire des contrats. Mais voilà, j'essaie d'y contribuer comme cela. J'essaye aussi d'y contribuer lorsque je dois saisir un magistrat, en faisant une procédure judiciaire pour pouvoir porter à la connaissance et essayer de trancher. J'ai un exemple là en tête, c'était pour le coup, c'est plus dans le monde des courses, de la SECF ou SECT. Je ne sais jamais si c'est actuellement SECT ou SECF. Eh bien, il y a une question qui s'est posée. On n'a pas trouvé de jurisprudence. C'était de savoir si la prime, lorsqu'un cheval décède, à qui est-ce qu'elle devait être versée. Si c'était versé à l'entraîneur, si c'était versé au propriétaire du cheval. Finalement, le tribunal en question a la versé au propriétaire du cheval. Donc, c'est peut-être aussi faire un petit peu avancer certaines choses et puis de pouvoir utiliser ce jugement, sachant que c'est un jugement, ce qu'on appelle, nous, rendu en premier et dernier ressort, c'est-à-dire que la Cour d'appel, compte tenu du montant du litige, ne peut pas trancher cette question, ne pourra pas statuer sur cette question, ça ne serait que la Cour de cassation. Et en l'occurrence, ma cliente et l'adversaire ont fait choix de ne pas exercer de pouvoir en cassation. Alors, avec tout ce que vous venez de nous présenter, et avec notamment le fait qu'en Normandie, il y a très peu de magistrats ou avocats spécialisés en droit équin, quelle est l'évolution que vous pouvez voir dans votre métier, ou en tout cas dans la branche juridique ? Est-ce qu'il peut y avoir une expansion ? Est-ce qu'il y a encore des choses à faire évoluer ?
Alors là, c'est même pas tellement d'un point de vue des magistrats ni des avocats, je pense que c'est vraiment d'un point de vue du législateur, hein. Encore trop de relations juridiques liées au cheval sont liées au code rural. Code rural qui a des délais qui sont, comme je le disais tout à l'heure, extrêmement, extrêmement courts, qui se comptent en jours. Et c'est vrai que ça serait bien qu'on arrive à un moment donné, enfin en tout cas c'est ma propre perception, qu'on arrive sur le code civil et l'application pour tout le monde du code civil. Et je pense que ça serait beaucoup plus compréhensible pour tout le monde. Puisque finalement, souvent, les acheteurs, les vendeurs, les cavaliers, les centres équestres, etc., ne sont pas des juristes, ne connaissent finalement que très mal le droit, et devoir se pencher dans le code rural, dans le code civil, en fait, ça devient indigeste et ça devient totalement illisible. Donc, c'est plutôt le législateur. Je pense que là, à un moment donné, il va falloir qu'il fasse un travail là-dessus. J'ai tendance à penser qu'on y arrive petit à petit. Est-ce qu'il y a des aspects de votre métier que le public, voire même les professionnels de la filière équine, méconnaissent ? Alors, c'est une bonne question. Je crois qu'en fait, le métier d'avocat est finalement assez mal connu. Quand on parle d'avocat, le commun des mortels, je pense qu'il pense à des avocats tels que Dupond-Moretti, tels que Jacques Vergès, etc. Ou souvent aussi les Votre Honneur aux États-Unis, des séries. Donc, je crois que c'est un métier qui est encore extrêmement mal connu, mal jugé et peut-être mal perçu. Enfin, on passe souvent, et quelque part ça peut être un peu vrai, pour des embêteurs, des enquiquineurs, des personnes un peu tatillonnes. Alors ça, j'ai envie de vous dire oui, un petit peu, comme je vous parlais tout à l'heure des contrats, où là, oui, c'est bien évidemment, on parle de choses bah oui, c'est carré, ça doit être carré. Après, au-delà de ça, oui, je pense que c'est un métier qui gagne à être reconnu et qui gagne surtout à sortir des séries télé. Oui, c'est vrai qu'on a un peu cette image de série américaine du métier d'avocat, alors que finalement, il y a plein d'autres facettes bien plus intéressantes que ce qu'on peut voir à la télévision. Ben, il y a déjà ça. Et puis, moi, j'aime à dire, et je pense que c'est vrai, en fait, il y a autant d'avocats que de manières d'exercer. C'est très, très différent. Et on le sent, en fait, des clients qui viennent nous dire, bah, notre avocat ne fonctionnait pas pareil. Et ce qui est important, c'est ce qu'on appelle l'intuitu personnel, c'est-à-dire qu'en fait, souvent les clients nous choisissent, mais même en droit équin, nous choisissent non pas par rapport à la technicité. Je pense que avocat, on sait faire. Enfin, la technicité, en tout cas la plupart du temps, si on fait un dossier, c'est que techniquement on sait faire. Maintenant, c'est plutôt notre perception et notre fibre. Et puis, comme dans toute relation, finalement, une relation amicale, une relation amoureuse, une relation familiale, il faut qu'il y ait un lien qui se passe. L'avocat, finalement, il faut se dire que les procédures sont longues, hein, que souvent, ça sera 1 an et demi, 2 ans, quand il y a appel, même plus, et que la personne va avoir l'avocat sur le dos pendant tout ce temps-là. Donc, autant avoir un bon rapport avec son avocat. Oui, c'est ça, créer un vrai lien et la confiance entre les deux parties. C'est ça. Quelle est la plus grande satisfaction que vous retirez de cette activité ? C'est difficile. Bien évidemment, la plus grande satisfaction, c'est quand le client est content. Enfin, voilà. Nous, ce que je dis souvent, c'est que finalement, c'est pas notre vie. Et à la fin de la journée, le dossier, autant que faire se peut, en tout cas, il reste au cabinet et on essaie de l'oublier quand on a notre vie à côté. Mais c'est vrai que moi, en tout cas, la plus grande satisfaction, c'est quand un client est content, me remercie. Je dis toujours, c'est pas grand-chose, mais ça fait tellement plaisir de se dire, bon voilà, on s'est investi, le client, et parfois même avec des résultats qui sont pas tout à fait dans l'attente du client, me dit, voilà, maître, vous vous êtes battu pour moi et je vous remercie. Ça, c'est mes plus grandes satisfactions au final. Oui, et au final, de se savoir soutenu, je pense que pour le client, c'est très important. Et le fait qu'il vous le fasse ressentir, c'est tout de suite très agréable à entendre. C'est ça. Finalement, on n'est pas que des robots. Enfin, c'est pour ça que voilà, c'est important. Je pense que c'est important que le client se sente soutenu, mais c'est aussi important pour l'avocat, en tout cas pour moi, de sentir que le client, il est réceptif à ce qu'on fait. Et c'est même pas une reconnaissance qu'on demande au client. C'est même pas ça. C'est vraiment, oui, effectivement, qu'il se rende compte des efforts qu'on fournit pour lui. Et que malheureusement, parfois, quand il y a des décisions qui ne sont pas à la hauteur, c'est pas forcément parce que l'un a plus raison que l'autre, hein, c'est pas forcément parce que le travail a mal été fait, mais c'est parfois que la magistrature tranche. Et voilà, c'est une autre profession qui est aussi très difficile, parce que parfois trancher,
bah, c'est pas évident. Et nous, on a cette chance-là d'être le mandataire du client, de porter la voix du client. Euh, et une autre satisfaction aussi, c'est quand on n'arrive finalement pas devant la justice, quand on arrive entre confrères ou entre moi et puis un particulier, enfin, ou professionnel, non représenté par un avocat, à se mettre d'accord, à trouver une issue amiable sans arriver devant la justice. Et ça, c'est important aussi parce que, heureusement, tous les dossiers n'arrivent pas en justice. Et moi, ce que je commence toujours par faire d'ailleurs, enfin, quand c'est possible, mais c'est essayer de tenter une démarche amiable, d'envoyer une lettre recommandée pour garder une preuve de l'envoi à la partie adverse en disant voilà, je suis saisie des intérêts de monsieur X qui m'indique que celui-ci souhaiterait en terminer de façon la plus pacifiée possible. Merci de me communiquer les coordonnées de votre avocat et puis on essaie de trouver une issue amiable. Parfois on y arrive et c'est tant mieux, parfois on n'y arrive pas et on va en justice ou on abandonne, ça dépend du litige. Mais voilà, donc c'est aussi une satisfaction de ne pas toujours arriver devant la justice. Est-ce que vous avez rencontré des obstacles particuliers pendant votre carrière ? Alors, je ne sais pas si on peut le dire, mais je vais quand même, si j'aime pas la langue de bois, donc je vais le dire. Je crois quand même que d'être une femme en droit équin, c'est pas toujours évident. J'ai déjà eu, alors heureusement, c'est pas du tout la majorité, mais j'ai déjà eu des personnes qui me disaient, mais de toute façon, vous pouvez pas comprendre, vous êtes une femme. Et ça, c'est vrai que, bon, c'est pas que dans le droit équin, hein, bien évidemment, je veux pas faire de stéréotypes, mais c'est un peu agaçant. Et au contraire, il y en a certains aussi, je pense, qui me choisissent parce que je suis une femme. Mais parfois, le côté féminin peut déranger certains. Oui, ce qui est dommage finalement, car on voit bien tous les jours que les femmes sont aussi capables que les hommes, et encore plus dans la filière équine qui se féminise de plus en plus aujourd'hui. Oui. Et d'ailleurs, je pense que, pour en avoir parlé avec certains professionnels proches du droit équin, pas du droit équin, pardon, mais de la filière équine, moniteur, cavalier professionnel, etc. Je sais que mon expérience n'est pas unique et que parfois, voilà, ça peut être aussi parfois compliqué pour elles, mais je pense que c'est quand même de plus en plus facile. On n'est pas il y a 30 ans, 40 ans où... Donc, mais voilà, je pense qu'il faut encore que ça se pérennise de ce point de vue-là. Oui, heureusement quand même que les choses évoluent un petit peu. Oui, même beaucoup. Hein. Voilà, encore une fois, je le répète, c'est pas la majorité de mes clients qui ont de telles pensées, bien évidemment. Mais voilà, ça peut arriver. Dernière question, quel conseil donneriez-vous à ceux qui voudraient se lancer dans le domaine du droit, et plus particulièrement dans le droit équin, et donc dans ce métier un peu hors du commun ? Eh ben déjà, je leur dirais bon courage, parce qu'il va falloir s'armer de patience. C'est des études longues, intéressantes mais longues. La première année un peu moins intéressante parce que c'est très généraliste. Moi, pour en arriver à être avocate, j'ai 8 années d'études derrière moi. J'ai fait un master 1 de droit. Je suis partie à l'Institut d'études judiciaires, pour le coup à Paris. J'ai fait mon école de formation du barreau à Paris. J'ai essayé de trouver une place. Je suis bourguignonne à la base. J'ai essayé de trouver une place. Je suis arrivée à Caen. Je n'en bougerai plus jamais. J'y suis très bien dans la région normande. Donc déjà, bon courage. Peut-être d'être mobile aussi. Ne pas hésiter à être mobile pour pouvoir se lancer dans cette profession. C'est une profession dans laquelle on ne compte pas ses heures non plus. Alors, probablement rien de comparable avec ceux qui exercent tous les jours aux côtés des chevaux, mais quand même, on fait beaucoup d'heures. C'est un métier passion, vraiment. Voilà, que ça soit en droit équin, droit pénal, droit de la famille. J'aime ce que je fais et je crois que le jour où je n'aimerais plus ce que je ferais, il faut que j'arrête parce qu'on ne peut pas exercer ce métier si on n'est pas passionné par ce qu'on fait. Non, il y a une idée reçue, c'est non, je ne connais pas le code civil par cœur, je ne connais pas le code rural par cœur, et si vous me donnez tel article, je serais incapable de vous le réciter par cœur. Mais voilà, de savoir un peu se débrouiller aussi, et puis de ne pas avoir peur, je crois, d'aller à la rencontre des autres professionnels. Moi, je trouve ça tellement passionnant d'être en contact. Je suis en contact quasiment quotidiennement avec des cavaliers parce que j'ai la chance d'être aussi cavalière très, très amatrice moi-même. Mais voilà, c'est un bonheur de pouvoir échanger sur ça. C'est un bonheur de pouvoir échanger avec des vétérinaires, pouvoir comprendre, etc. Donc voilà, c'est un métier qui en vaut la peine. Avocat en droit équin également. Donc voilà, s'accrocher, pouvoir faire des études. Et puis voilà.
Super, merci beaucoup Anne-Sophie. C'était un vrai plaisir de vous écouter, de découvrir le métier d'avocat avec vous aujourd'hui. Ce fait aussi un plaisir pour moi. Merci. Merci à tous pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de nous déposer quelques mots pour partager avec nous vos expériences ou de nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast pour nous aider à rendre ce podcast plus visible. Retrouvez aussi toutes les informations dont vous avez besoin sur notre site internet www.equiresources.fr. Pour vous proposer ce contenu au format podcast, Equiresources Service de l'IFCE a reçu le soutien de la région Normandie.